quelques minutes, votre émission va commencer. On arrive vraiment bientôt. Un regard marxiste sur l'actualité sur Potu Pop toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Il y aura des Pulsar 95. Les jeudis de semaine paire de 19h à 20h sur Radio Pulsar Poitou Pop. Sur Pulsar 95.9, on n'oublie pas. À télécharger en podcast sur radio-pulsar.org. Sleep in the doorway, piss on the floor. Look in the sky, wait for missiles to show. It's finna blow, cause they got the TV, we got the truth. They own the judges and we got the proof. We got hella people, they got helicopters. They got the bombs and we got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. Talk about it, not show. Be about it, spot it, know. Talk about it, not show. Be about it, spot it, know. I just spit the dope lines, I don't snort them. Tell the boss to call police to escort them. You don't write out them lies, you just quote them. Get offline, plug into this modem. No, you can't outvote them. The rules are still golden. On the jewels we holdin' if we guardin' our scrotum. If you press the ear to the turf that is stolen, you can hear the sound of limitations exploding. Please, sir, may we have another portion? We're children of the beast that dodge the abortion. Neck placed firm between the floor and the portion. When shut your shit down, don't call it extortion. Caution, we're coming for your head. So call the feds and get files to shred. Every textbook read said bring you the bread. But guess what, we got you instead. Et bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 dans votre émission Poitou Pop qui essaye de vous donner une lecture marxiste de l'actualité dans le Poitou, la Vienne, autour de Poitiers, dans l'univers même tout entier. Et aujourd'hui au programme... Dans l'intergalactique, les étoiles en plus, quoi, Radio Pulsar. Oui, les étoiles en plus du système solaire. 95.9. les étoiles du système solaire, selon François Bayrou, hein, n'oublions pas le nombre d'étoiles du système solaire. Le nombre de soleils dans le système solaire. Oui, le nombre de soleils dans le système solaire. C'est quoi ça? J'ai pas la ref là. T'as pas la ref? T'iras voir sur internet, il y a des mèmes qui tournent. Notre Premier ministre, ce grand astronome. Ce grand astronome passionné d'étoiles, a fait le décompte des étoiles, des soleils dans le système solaire. Bref. Trêve de plaisanterie, bien sûr. Aujourd'hui au programme, on va parler de l'inéligibilité de Marine Le Pen. C'est pas facile à dire, essayez chez vous, vous verrez. Et puis de la position qu'il y a pu avoir à droite à gauche sur l'application provisoire de la peine d'inéligibilité de 5 ans qui a été prononcée à son encontre et à celle d'autres cadres du parti. Ensuite, on aura bien sûr une petite pause musicale. Ensuite, on va parler de déchets, pour rester dans le thème, de la gestion des déchets dans la ville de Poitiers. Et puis, on vous parlera excusez-moi. On vous parlera du sein graphique. Alors, on essaiera de... Là, on va laisser le suspense. Voilà, les gens écoutent jusqu'à 19h30 à peu près. Voilà, ce sera vers 19h30, 40. Et donc là, on essaiera de faire parole d'évangile pour vous convertir à une religion qui commence à s'installer un petit peu dans les milieux de gauche sur Internet. Très bien. Alors du coup, donc, l'inéligibilité, donc on va faire est-ce que c'est un mot qui peut-être est un marqueur de classe pour montrer, disons, sa maîtrise de la langue française, Bourdieu, tout ça? Non, mais c'est la peine d'inéligibilité, elle s'applique sur combien de temps à peu près? C'est 2 ans, c'est ça? 5 ans pour Marine. En fait, mais il y a aussi une peine de prison en plus. Il n'y a pas que l'inéligibilité. Voilà, elle a pris 4 ans de prison, dont 2 fermes. Mais les 2 ans fermes sont sous bracelet électronique. Et ensuite, elle a pris 5 ans d'inéligibilité plus une amende. Et le parti en lui-même a aussi pris une amende. Et ils sont en tout, je crois, 18, si je ne dis pas de bêtises, à avoir été condamnés dans cette affaire. Donc, c'est un procès extrêmement long. Le dossier, il est gigantesque et titanesque. C'est difficile de douter du travail et du sérieux qui a été fait, puisque comme c'est une personnalité politique et publique majeure,
Bien sûr que le procès allait être scruté, etc. Donc les juges ont fait très 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 attention. Puis en plus, je pense qu'un juge, quand il fait son travail, il n'a pas envie d'être dédié en appel. Donc voilà, donc inéligibilité de 5 ans plus 4 ans de prison dont 2 fermes sous bracelet électronique. Et donc l'inéligibilité a été assortie d'une exécution provisoire de peine, ce qui est possible depuis la loi Sapin 2 sur ce type de condamnation très précise. Et donc ça c'est un peu une nouveauté puisque ça fait très très peu de temps que ces peines-là ont commencé à être appliquées, avec notamment... il y avait eu un précédent très récent à Mayotte, et donc ça laissait sentir que les juges allaient potentiellement se saisir de cette loi Sapin 2 pour lui appliquer l'application provisoire de son inéligibilité. Bien sûr. Bien le bonjour Radio Pulsar, désolé pour mon retard auprès de ce beau micro. Moi j'ai regardé le feuilleton judiciaire qui était ce procès, mais surtout je ne sais pas si vous avez regardé le 20h de TF1 le soir, c'est-à-dire que la personne a littéralement demandé à venir sur le 20h pour être reçue et tirer une tronche, mais alors qu'elle devrait être heureuse au final dans les 5 prochaines années, elle sait qu'elle a rien à faire, elle peut prendre des petites vacances vu qu'on sent qu'en ce moment elle est un peu ératée, notre fasciste préféré, il serait temps qu'elle se repose un peu, et c'est surtout tout l'argumentaire fasciste qui a été mis derrière, c'est-à-dire regardez, on peut pas faire confiance à la justice. Déjà, quand c'est des Arabes qui nous violent, on peut pas faire confiance à la justice pour les retenir. Mais maintenant, regardez les personnes qui vous défendent. En plus de ça, on peut pas leur faire confiance pour faire en sorte de rétablir la vérité. Et c'est là où Gilles Boulot, pour une fois, a fait son travail de journaliste. Il a dit, oui, mais regardez. Il a fait le taf. Il a fait le taf. Il était là en mode, non mais regardez, c'est quand même ce que vous promeuvez depuis longtemps. Oui, mais nous, c'est pas pareil. C'est vraiment ça en fait qu'on peut retenir. Et oui, on a raison. Le fascisme et la gauche et l'ensemble des citoyens, en fait, c'est pas pareil. Comme disait Philippe Poutou lors de l'élection présidentielle 2017, nous, quand on reçoit une convocation, on est obligé d'aller au commissariat. Et là, c'est ça qui lui fait mal, en fait. C'est que littéralement, sa petite vie de bourgeoise, en fait, est tout contrebalancée parce que on est encore un peu dans un état de droit. Ouais, et il faut retenir pourquoi les juges ont prononcé l'application provisoire de son inéligibilité. C'est notamment parce que le RN, les cadres du RN qui étaient jugés dans ce procès ont fait montre d'absolument aucune bonne volonté et aucune reconnaissance de leur culpabilité. Ils ont nié pendant tout le procès. En fait, eux, leur axe de défense, c'est de dire que c'est un différend administratif avec l'Union européenne et qu'en gros, ce qu'ils ont fait, c'était légal. C'est juste qu'ils se sont mal compris. Alors, ce qu'a démontré le procès, c'est que non, ils ont bien détourné de l'argent, 4 millions d'euros en tout. Donc c'est de l'argent qu'ils vous ont volé à vous, à moi, à tous les contribuables français et de l'Union européenne. Mais comme en plus, la France est contributrice nette à l'Union européenne, quelque part, ils ont volé 2 fois. Ils ont volé 2 fois l'argent des Françaises et des Français qui prétendent tant défendre à longueur de journée, quoi. Mais il disait en plus de ça, oui, mais regardez, ils nous sanctionnent alors qu'on n'est même plus élu européen, on peut plus le faire. Oui, mais le problème n'est pas que tu sois élu européen et que tu puisses pas le refaire. Le problème, c'est que tu veux être élu de la France et donc que tu vas avoir accès directement à de l'argent en quantité astronomique que tu pourrais te mettre dans les poches. Mais surtout qu'il n'y a pas uniquement Marine Le Pen, il y a aussi Odoul qui est concerné. Ce qui m'a fait le plus rire par rapport à Odoul, par exemple, c'est le fait que 3 mois après être embauché comme assistant parlementaire, il envoie un mail où il dit est-ce que je pourrais rencontrer quand même la députée qui m'a embauché, et après il est là, il nous dit que non, c'est faux, il n'a pas vraiment été là en tant que fantôme. Et c'est là où tu dis ils sont tellement matrixés par leur volonté d'accéder au pouvoir comme des bons petits fascistes qu'en fait maintenant on dirait vraiment des enfants qui ont peur et qui ont mal parce qu'ils sont fait taper sur les doigts. Et on peut aussi faire le parallèle avec la France Insoumise et la réaction qu'a eu la France Insoumise, qui moi personnellement m'a un peu scandalisé. C'est-à-dire que la France Insoumise a fait un communiqué où elle a dit qu'en fait aucun tribunal ne devait sanctionner le vote populaire et que c'est pas par la justice qu'on devait supprimer le fascisme, mais grosso modo par les urnes et dans la rue. Alors que Jean-Luc Mélenchon, il y a encore 10 ans, il disait que s'il était au pouvoir, il ferait interdire le Rassemblement national. Et en fait, ce que ça montre, c'est aussi le fait que la France Insoumise, elle aussi, a peur d'un jour se retrouver dans la même situation, parce que Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, est poursuivi pour détournement de fonds. Sophia Chikirou, il y en a des problèmes financiers avec elle. L'élection 2022, avec les financements de la com, etc., les contrats qui ont été gonflés énormément, ça pose aussi question au niveau de la justice. Et en fait, là, on se rend compte d'une caste politique. Il est hors de question, bien sûr, de faire le parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen est une fasciste, Jean-Luc Mélenchon est un carriériste, les ce qui n'a rien à voir. Rejoignent. La théorie du fer à cheval, c'est ça que je vais vous sortir bientôt. Mais en tant que carriériste,
Jean-Luc Mélenchon et donc toute la France insoumise, aujourd'hui, ils se retrouvent au pied du mur. Parce que s'ils disent oui, il ne faut pas qu'ils se représentent, etc., dans 2-3 ans, à tout moment, ils se retrouvent complètement pollués et invisibles dans le débat politique. Arthur, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, justement, je pensais, ça c'est dans ces moments-là où ça donne pas envie de revenir à la FI. Et à contrario, je trouve que la personne qui a fait la meilleure intervention médiatique à ce sujet, c'est une macroniste. Parce que je pense à Patricia Thévenot, voilà. Oui. Ministre déléguée chargée du renouveau démocratique en France, qui a dit à la télé, et je trouve ça très juste, et pour autant je vais pas aller militer chez Macron, qui a dit c'est à partir de combien dans les sondages qu'on est au-dessus des lois. Et je trouve que... Ce qui est assez culotté venant de Prisca Thévenot, notifions-le, parce que le nombre de députés qu'il y a là qui se pensent au-dessus des lois, notamment Gérald Darmanin... C'est sûr. Mais sur le fait, sur la phrase... Oui, la phrase... Elle est très vraie, je trouve. Et c'est tout ce qui caractérise en fait cette affaire, qui est globalement... J'ai aussi regardé l'intervention de Le Pen sur TF1, simplement pour l'entendre pleurer. Et globalement, c'était ça. C'était, oui, mais vous vous rendez pas compte, certes, je suis condamné, mais ça, on l'évite, on le met sous le tapis. C'est quand même 11 millions d'électeurs qui sont privés de leur candidate. C'était que ça, c'était que de par ma popularité, de par mon statut en France, je suis au-dessus des lois. Et du coup, c'est ce que tu disais avec la phrase de Philippe Poutou, c'est que nous, on n'a pas le choix d'aller à une convocation quand on est convoqué. Et pourtant... eux, ils se pensent au-dessus parce qu'ils sont plébiscités par la plèbe qui, elle, n'a pas le droit d'avoir un recours aussi rapide. Oui, alors justement, par rapport à Prisca Thévenot, là où c'est un petit peu cocasse, c'est qu'elle-même, elle a été dénoncée par 7 de ses anciens collaborateurs et collaboratrices qui ont quitté son cabinet pour dénoncer des méthodes de management toxiques et d'abus. Donc, mais ça, en fait, ça fait un peu le parallèle avec la position qu'avait à l'époque Marine Le Pen, alors qu'ils étaient en plein dans le processus de détournement de fonds, comme l'a montré l'enquête et comme l'a montré le jugement. C'était dans les années 2010-2012, pendant la campagne présidentielle, où elle faisait des grandes déclarations de « mais il faut l'inéligibilité à vie et pourquoi pas pour le détournement de fonds », etc. Alors que ça faisait des années qu'ils organisaient le détournement de fonds de l'argent public. On peut penser à la défense de Lance Armstrong. Moi, j'aime beaucoup le cyclisme. Vous revenez dans les années 2000, à l'époque où il trichait comme pas possible. Et à l'époque, en fait, il disait, tellement sûr d'utiliser des méthodes de triche cachées, qu'il disait, mais oui, le contrôle antidopage, c'est hyper important, mais on peut faire des tests matin, midi, soir, quand vous voulez. Faut être hyper ferme, faut bannir à vie les gens qui sont contrôlés positifs, c'est un scandale, etc. En fait, on voit que dans ces gens-là, il y a aussi il peut y avoir comme ça ce discours de façade. En fait, il va y avoir deux façons de réagir, quoi. Il y a ceux qui vont faire comme Éric Ciotti ou d'autres, ou François Bayrou, qui vont dire « Oula, un jugement comme ça, c'est inquiétant. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire revenir sur la loi Sapin 2, la faire sauter, etc. » Parce qu'eux-mêmes sont... Est-ce qu'on est encore en démocratie ? Voilà. Voilà. Et parce qu'eux-mêmes sont potentiellement visés par des plaintes. Il y a des affaires qui sont en train d'être instruites ou qui vont être instruites, etc. Donc il y a cette manière-là de se défendre en remettant la faute un peu sur l'institution judiciaire ou en mettant un peu le trouble ou disant c'est bizarre, il faut changer la loi. Et puis d'autres qui vont laver plus blanc que blanc pour essayer de paraître comme des défenseurs de la justice en disant si, il faut être hyper ferme. Alors qu'en fait, potentiellement, eux-mêmes ont des attitudes problématiques. Et pour revenir sur l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, alors je ne vais pas prendre sa défense totalement, mais en fait, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, lui, il considère qu'il y a un problème dans la justice quand un condamné ne peut pas faire de recours et ne peut pas, du coup, suspendre l'application de la peine qui lui a été donnée. Alors, on s'entend que tout ça, c'est quand même beaucoup des trucs de bourgeois, parce que quand vous êtes un prolo, que vous êtes condamné, par exemple, pour avoir volé, j'en sais rien, moi, vous prenez 6 mois ferme parce que vous avez volé un paquet de pâtes à Leclerc, vous n'avez pas de thunes, donc vous ne faites pas appel. Et donc, en fait, vous allez en tôle, quoi. Et les bourgeois, eux, ils ont des avocats qui connaissent tous les recours, qui savent faire traîner les procédures. Ils savent qu'ils peuvent d'abord faire ci, faire ça, faire repousser la date du début, pas se présenter la première fois, le procès reculé, etc., etc., etc. Et donc, ils ont cette stratégie comme ça pour gagner du temps et notamment gagner la guerre de l'opinion, quoi. C'est-à-dire que
Je suis condamné, non, je fais appel, donc je suis de nouveau innocent, et puis après en appel, je refais cassation, donc je suis de nouveau innocent, et après je fais Cour européenne des droits de l'homme, et en fait comme ça, pendant 5, parfois 10 ans, on peut faire traîner des affaires hyper longtemps, et donner l'impression comme ça qu'on est innocent et continuer à faire carrière, quoi. Mais surtout, revenons sur le pathos qu'a utilisé Marine Le Pen. Elle a dit à un moment, maintenant on utilisera tous les moyens pour accéder au pouvoir. Et en fait, elle est restée assez floue sur si elle parlait de moyens démocratiques ou non. Mais ça veut dire aussi qu'en fait, elle essaye de faire un peu comme Trump. Quand il avait perdu son élection, il avait dit oui, c'est un coup de force, on n'est plus en démocratie, faut avancer. Et donc du coup, tout le monde avait été sur le Capitole. Et en fait, elle utilise la même logique fasciste que utilisent finalement toutes les personnalités d'extrême droite, c'est-à-dire que on personnalise les idées qu'on a. C'est-à-dire que oui, regardez, l'institution, elle est contre moi, donc elle est contre vous. Alors que non, moi personnellement, j'ai jamais détourné de l'argent public de l'Union européenne. À titre perso, quand je me suis fait embaucher dans mon superbe stage, à aucun moment je ne fais pas de travail et je suis rémunéré, alors que j'aimerais bien, alors que parfois on est un peu à la limite, mais malgré tout, je suis là et je suis derrière cette antenne radio, là où Jordan Bardella a acheté un agenda 2 ans après être embauché et l'a rempli et l'a falsifié. Et donc c'est même pas lui qui l'a rempli. Et c'est même pas lui en plus, on dirait qu'il l'a fait avec ChatGPT. On rappelle que Jordan Bardella est présumé innocent et qu'il n'a pas été condamné dans cette affaire-là, puisqu'une autre affaire judiciaire va s'ouvrir, il me semble, d'ici quelques mois. Est-ce que lui aussi risque l'inéligibilité? Oui. À mon avis, alors là, ça serait un coup de oui, folie. mais à mon avis, c'est possible que le temps judiciaire fasse que cette affaire-là, elle soit inscrite plus tard. Quand les élections vont arriver, bien entendu que la justice, à aucun moment, va faire en sorte de couper tout ça. Ils vont avoir trop peur d'une émeute. Ça m'étonnerait pas. Mais donc voilà, on voit vraiment toute la théorie fascisante qui là vraiment rentre en place. Au départ, on disait oui, Marine Le Pen essaye de se calmer, etc. Mais avec cette élection, ils remettent en place toutes leurs pratiques en faisant une personnification encore plus forte autour de Marine Le Pen. Parce qu'au final, le fait qu'elle soit condamnée, elle est condamnée, mais derrière il y a Jordan Bardella qui aurait pu se présenter, il y a tout un tas de candidats à l'extrême droite qui pourraient se présenter, mais on a l'impression que si c'est pas elle, le Rassemblement National jamais pourra se présenter. Après, je comprends qu'elle n'ait pas confiance en Jordan Bardella, vu la piètre qualité de ses arguments, à chaque fois c'est ouin, oui, non, et voilà, et donc aujourd'hui la fascisation du débat, de la répression judiciaire, de comment est-ce que on accepte la justice, elle est plus que présente, et c'est là où la lutte des classes est plus qu'importante, c'est aussi de tenir et de faire bloc, parce que la presse finalement elle s'est pas tant réjouie que ça de la condamnation de Marine Le Pen. Il y a Libération qui a fait une belle une par rapport à ça, où ils ont fait une blague par rapport au poisson d'avril, je sais pas quoi, moi ça m'a fait rire comme un gros boomer que je suis, mais on n'a pas l'impression que dans la presse tout le monde est joyeux du fait que le parti d'extrême droite qui veut remettre en place des théories raciales, etc., a été condamné. Au sein de la classe politique, ça a été un peu sympa. Il y a Raphaël Arnaud qui a dit qu'il avait hâte, qui est un député de la France Insoumise de Lyon, qui a dit qu'il avait hâte de croiser Marine Le Pen avec un bracelet à l'Assemblée nationale. Ça m'a plutôt fait rigoler, je tiens à le dire, je lui mets un petit bon point. Mais voilà, il y a tout un problème aujourd'hui de société, et il y a une personne qui est condamnée pour des faits graves, et pour autant, les gens ne sont pas heureux de cette condamnation, et ils sont là à taper sur la justice comme s'ils s'attaquaient à la petite victime du coin du marché. Et il est 19h19 sur Radio Pulsar. Étant donné que je n'ai pas le conducteur, je ne sais pas exactement à quel moment est-ce qu'on passe au sujet suivant. Pas des choses à dire en direct, mais ça. C'est bon. Oui, non, mais du coup, j'en profite pour faire une petite remarque, c'est que il y a en fait, notamment dans la réaction de la France Insoumise, il y a des, disons, quand même, la justice doit pas interférer dans le champ politique, etc. Enfin, en fait, c'est vrai que je pense qu'il faudrait faire la part des choses, par exemple, entre des faits qui sont des accusations qui sont plutôt du ressort de l'interprétation subjective, etc. Typiquement, est-ce que les propos d'un tel est raciste ou pas? Est-ce que le propos de, notamment la France Insoumise qui est accusée en permanence d'antisémitisme, est-ce que, ça c'est des choses qui sont discutables et qui peuvent être des fois de l'ordre du délit d'opinion, mais alors que si c'est quand c'est des histoires de détournement de fonds publics, c'est quand même de la comptabilité, c'est des choses assez carrées, t'es coupable ou tu l'es pas, c'est assez clair, quoi. Enfin, en gros, c'est assez peu soumis à interprétation, contrairement ne serait-ce que même qu'à une bagarre dans la rue ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Donc c'est là où c'est discutable la position de la France Insoumise, et c'est, à mon avis, ça cache un petit peu, ou ça cache pas, dire, ça révèle plutôt les petites casseroles qu'ils ont et qui vont sûrement mais ils ont peur après, quoi. Ouais. En fait, moi je serais vraiment pas étonné que à mon avis, la plupart des partis politiques, effectivement, ils vont utiliser parfois leurs attachés parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen,
pour développer les activités et mener les activités du parti. Ça serait pas étonnant du tout, c'est-à-dire que quand on est militant, c'est difficile de voir sur ses heures. Là, je suis censé être à mon taf d'attaché parlementaire. J'ai reçu un message d'une boucle de militants. J'y réponds. Est-ce que du coup, je suis sorti de mon boulot ou pas ? En même temps, j'anime une boucle. J'ai envoyé un mail. Enfin, voilà, sur ces heures de travail, à moins de vraiment tout séquencer, d'avoir 2 téléphones, 2 ordis. Et quand on est sur ces heures de travail d'attaché parlementaire, on ne fait aucune activité en lien avec son militantisme. Ça, c'est la manière qui permet d'être 100% clean. Maintenant, en fait, ce que là, le RN, ce que l'enquête et les juges ont démontré, enfin, le tribunal a démontré, c'est pas un espèce d'enchevêtrement entre des gens qui étaient attachés parlementaires et qui régulièrement faisaient du travail pour le parti. C'est qu'en fait, ils ont embauché des gens avec l'enveloppe des attachés parlementaires pour ne faire des tâches exclusivement rattachées au parti, en fait. Et c'est là où ils ont été complètement imbéciles, en fait. C'est que au lieu d'avoir des gens qui travaillent lentement au Parlement européen et où du coup c'est quasi impossible de démontrer leur culpabilité parce que voilà, si le gars il bosse doucement, qu'en fait il a un deuxième ordi, qu'il envoie des mails au parti pendant que... Enfin bon, moi je pense que là vraiment ce qui a été... ce qui fait qu'ils ont pris des peines vraiment très très chères, c'est qu'ils ont nié le fait qu'ils ont travaillé pour le parti pendant ces années-là. Et bon, moi, c'est vrai que je ne serais pas étonné que la plupart des partis, on puisse trouver en fouillant comme ça et en disant attention, maintenant, on resserre la vis. Quand c'est du travail pour le Parlement, vous bossez pour le Parlement. Et en dehors de vos heures de travail, si vous voulez être militant, vous êtes militant. Mais essayez de faire les choses carrées, de ne pas faire des déplacements, puis utiliser l'argent pour faire vivre vos partis, quoi. Il serait même peut-être temps finalement à un moment ou un autre de cadrer tout ça parce que c'est quand même de l'argent public et on l'a bien vu sous Sarkozy, sous Hollande. C'était quoi l'affaire déjà Hollande, là, les comptes qui avaient été mis dans un compte suisse ou je sais plus quoi, j'ai oublié le nom. C'était Cahuzac. Cahuzac, exactement. C'était son ministre du budget. Exactement, son ministre du budget qui avait viré l'argent. Déjà, ça avait permis de cadrer un peu plus sur C'était son argent à lui. C'était son argent à lui, mais malgré tout, ça avait permis de cadrer un peu plus sur qu'est-ce qu'on fait, vous qui êtes élu et qui êtes élu de la nation et qui donc êtes payé par l'argent de la population, qu'est-ce que vous faites de cet argent ? Est-ce que du coup, c'est logique qu'un ministre français place son argent autre part ? Ça va être la même chose avec les députés français. On va leur dire voilà, est-ce que c'est logique finalement que vous soyez embauché et que vous soyez jamais présent à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée européenne ? Mais c'est là où aussi nous sort bien souvent l'argumentaire de oui, mais c'est pas très simple quand même d'être député, on doit être là entre notre circonscription et l'Assemblée, on peut pas être toujours présent. Alors qu'en fait, vous mentez quoi. Genre on peut littéralement constater le fait que par moment vous êtes ni sur votre circonscription, ni à l'Assemblée, ni dans une commission, mais que vous êtes pépère chez vous en train d'attendre tranquillement que le loyer arrive à la fin du mois, quoi. Si on peut spécifier quand même, étant donné que Marine Le Pen a fait appel, est-ce que du coup ça ne la rend pas elle est pas plus coupable, mais si elle est innocente. Elle est innocente. Ils sont tous de nouveau présumés innocents. Le RN est de nouveau présumé innocent. Néanmoins, elle reste inéligible puisque l'application de la sanction est provisoire. Mais comme disait Jordan Bardella sur BFM TV, l'appel rend plus blanc que blanc. Ah oui, ça c'est clair. Du coup, il est 19h24 sur Radio Pulsar 95.9 et il va être le moment d'un petit interlude musical. On va envoyer... La Canaille, je crois. Ouais, c'est ça. La Canaille. Donc c'est un groupe, ouais. Allons enfants sur l'album Une goutte de miel dans un litre de plomb. À tout de suite sur Radio Pulsar. Je suis l'appel de l'épée conservatrice et il est l'heure, je veux des preuves de ton sens du sacrifice. Allez, lève-toi, bats-toi, tue pour moi. Fais couler le sang impur sans demander pourquoi, viens, suis-moi. Je suis la plus belle cause pour mourir. Au nom de toutes tes bouches à nourrir, contiens ta douleur, fais ton devoir avec passion, question d'honneur pour la grandeur de la nation. Les traîtres et les ordures, moi je leur plante mon drapeau et à grands coups de clairon je les torture, je les Guantanamo. Ne t'avise surtout pas de renier ton pays, je te veux docile et
écoute et obéis. J'aime la discipline, la hiérarchie, les uniformes et les insignes. Je protège l'ordre établi, respectueux des traditions. Mais j'ai horreur du changement, je tiens à garder ma place, donc je la défends. Testostérone à bloc, je donne dans la gonflette. Ni mauviette, ni tendouce, j'ai l'esprit de compète. L'esprit de conquête, un fait pour les coups bas. Chauvin, vu de moi, je revendique la grosse tête. Je ne me complais que dans l'excès, la démesure, homme d'exception. Je viens marquer l'histoire de ma signature. Je kiffe les bonnes foules qui donnent l'assise à mon statut. Ces grandes messes populaires qui t'en mettent plein la vue. Je prends mon pied dans les tribunes de tous les stades. Ces jours de fête, étendard levé, je parade. La foule m'acclame et s'égosille sous mon emprise. Et moi je rigole quand ça déborde, quand elle se radicalise. Animé par le désir de dominer, je suis né pour briller, le faire savoir au monde entier. En temps de crise, je gonfle mes rangs dans la misère. Je divise et encourage le repli communautaire. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Je croque les faibles, je m'étends, je les repousse. Je fonce sur tous les fronts, refuse de ronger mon frein. Je sais qu'au bout du compte, il ne peut y rester qu'un. Fier de mes frontières, je choisis mes étrangers. Si je pouvais les autres, je voudrais tous les étrangler. Les mettre au pas, leur montrer qui c'est le patron. Piller leurs richesses avant de brûler leur maison. Violer leurs femmes et purifier enfin leur gêne. J'aime entendre leurs cris pour apaiser ma haine. Je voudrais les voir se prosterner devant mon Dieu. Je leur imposerai mes valeurs, fusil chargé entre les yeux. J'ai tout un empire, je suis la race élue, j'ai foi en l'avenir. J'ai vu les plus grands chefs s'asseoir à ma table, je les oriente, les conseils me sont tous redevables. À mon actif une pléthore de coups d'éclat, de somptueux complots, de messes basses, de coups d'état. J'ai l'art et la manière de servir leur noir dessein, de raviver ce feu même s'il te paraît éteint. Je suis le silence des pantoufles avant le bruit des bottes. Souveraineté légitime, j'ai l'appui du bulletin de vote. Et ouais, petit, j'ai la main mise au jeu des urnes, simple formalité que je règle en réunion nocturne. J'ai la force de déplacer les montagnes, les craintes. Avec moi, tu marqueras même la lune de ton empreinte. Abreuve-toi de mon sillon, ensemble tout devient possible. Sous mon couvert, la pire ignominie paraît crédible. Enfin, j'érige des monuments à la gloire de mes martyrs et distribue 2-3 médailles aux soldats qui ont pu revenir. Éternellement reconnaissant, une salve à l'enterrement, je lâche des fleurs à leur mémoire une fois par an. Je suis la propagande officielle, ma face sur tous les murs, j'avance béni du ciel. Je diabolise l'ennemi selon mes intérêts, je joue sur tes peurs pour que la hache soit déterrée. Je sais très bien comment te retourner le cerveau. Je te travaille au corps jusqu'à trouver ta faille. Vulgaire chair à canon, je ne donne pas cher de ta peau. Je suis ce vent qui rend fou dans les champs de bataille. Le ton, les mots qu'il faut, le chant parfait. Je fanfaronne, galvanise les troupes et mets le paquet. Je suis la voix du patriote aux yeux de braise. Tu connais bien une de mes filles, on la surnomme la Marseillaise.
L'allié traditionnel du capitalisme veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les damnés de la terre. Les étoiles en plus. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar dans votre émission Poitou Pop, et tout de suite nous allons rester dans la catégorie des déchets comme nous parlions de Marine Le Pen. Et bien là nous allons maintenant parler du recyclage, c'est-à-dire que tu es venu avec Yorigan, tu es venu avec ton petit Poitiers Mag, et il y a un article dedans sur le traitement des déchets à Poitiers, et quelque chose t'a révolté par rapport à ça? Oui, alors révolté, c'est un mot qui est un peu grand, bien sûr. Donc le numéro de avril 2025, numéro 322 de Poitiers Mag. Et donc il y a pages 10 et 11, il y a une double page, c'est le dossier sur les déchets dans la ville. Et donc on peut y apprendre plusieurs choses. Par exemple, on peut apprendre qu'il y a 2 agents payés à temps plein pour retirer les tags de la ville. Je vous lance les infos, après on discutera. On réagit. Donc on apprend ça, on apprend également la mise en place d'une brigade verte qui va facturer l'enlèvement des déchets dans l'espace public quand ils ont été déposés en dehors des jours où vous êtes censé les descendre dans la rue. Donc à Poitiers, en fait, il y a des endroits où vous devez mettre les déchets dans la rue certains jours, les jours de ramassage, et d'autres endroits où vous avez des grands bacs. Mais là où vous n'avez pas de grands bacs, vous devez sortir par exemple les déchets le mardi soir, c'est les déchets normaux, jeudi c'est les déchets de tri. Et maintenant, il y aura une brigade verte qui va venir facturer aux gens l'enlèvement des déchets quand ils sont sortis le mauvais jour. Et puis on apprend, c'est la conclusion du premier article du dossier, où il est écrit, ça termine, alors c'est monsieur... je suis désolé pour le nom, je risque de l'écorcher. Monsieur Nfamara Diaby qui dit qu'ils essaient vraiment on fait de notre mieux, mais c'est vrai que le travail semble sans fin, puisque donc c'est les équipes qui nettoient la ville, les parcs, etc. Et l'article se conclut comme ça: et si on les aidait à rendre la ville plus propre? Alors moi, je vous propose qu'on donne quelques pistes de solutions à la mairie pour... Je sais pas, par exemple, mettre des poubelles dans les rues, entre autres, peut-être. Ouais, voilà. Alors c'est vrai que moi, je suis allé regarder un petit peu ce que disait la science sur ce sujet-là. Et notamment, effectivement, l'une des premières pistes pour faire en sorte que les gens ne jettent pas leurs poubelles tout partout, c'était d'avoir des poubelles, en fait. Ça paraît dingue, hein. Notamment... l'idée de fou que tu viens de nous proposer là. Ouais, je sais, c'est une idée qui peut sembler assez farfelue. Notamment, moi, je trouve qu'à Poitiers, on a un gros manque de poubelles de tri. Dans la ville, en fait, vous pouvez passer des rues entières sans croiser une poubelle de tri, voire même une poubelle normale. Il y a des endroits où vous faites des rues entières sans trouver de poubelle normale. Et donc la distance entre une personne et la prochaine poubelle augmente la probabilité que les gens finissent par jeter leur poubelle ou leur mégot. Donc c'est pareil, des poubelles dédiées aux mégots dans la ville, il n'y en a pas ou très très peu. Et la même chose pour les poubelles de verre, il y en a un petit peu à Blossac, mais en fait, ce triptyque de poubelle normale, poubelle de tri, poubelle de verre et poubelle mégot, en fait, c'est même un quatuor. Comme il y a par exemple à Blossac, où on a des petites poubelles comme ça. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouverais que ça serait une très bonne idée de les décliner dans la ville. Et en plus de ça, alors moi, ça c'est mon idée que j'ai depuis plusieurs années, en fait, on pourrait très bien confier le design et la fabrication de ce mobilier urbain à des artistes et des artisans dans la zone de Poitiers-Grand Poitiers. Et même encore plus, on pourrait aller encore plus loin en se disant que quartier par quartier, on puisse faire des petits appels, et puis on a plusieurs artisans qui se positionnent. Qui correspondent, en fait, que tu aies des poubelles qui correspondent à des quartiers. Voilà, et en fait on a plusieurs propositions, et chaque quartier choisit quel style il veut, et comme ça on a des styles différents pour le mobilier urbain, dont les poubelles de rue, quoi. C'est surtout que le mobilier urbain, c'est une volonté politique de l'avoir retiré, vu que c'était apparemment trop moche. Donc du coup c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années depuis cette mairie-là et même celle d'avant, les poubelles ont été enlevées, parce qu'en fait ça fait moche au milieu de la rue d'avoir des poubelles comme ça avec des déchets, donc on se retrouve avec ce genre de situation-là. Mais il y a une analyse de classe à faire là-dessus, parce que en fait, encore une fois, ça c'est un peu le logiciel un petit peu
de ce genre de gens, qui consiste à un petit peu à taper au portefeuille, et notamment, enfin taper au portefeuille, mais aussi pénaliser ceux qui ont... Typiquement, des exemples, c'est quand t'as des faubourgs ou des rues du centre-ville à Poitiers qui sont pas forcément des rues chics, hein, même pas du tout, où t'as pas mal de logements, de vieilles maisons qui ont été subdivisés en petits logements, typiquement des logements étudiants, mais pas forcément que étudiants, mais en tout cas des petits studios. Et c'est des gens qui ont des couloirs, mais quasiment pas de partie commune, donc les poubelles sont dans la rue. Il n'y a pas trop de choix en fait, physique, matériel en gros, de faire autrement. Et par contre, ceux qui ont des garages privatifs ou leurs cours privatifs, il n'y a pas de problème. Et eux, ils ne seront jamais inquiétés et ils ne seront jamais finalement verbalisés ou facturés pour des dépôts un peu sauvages. Oui, quoi. parce que eux, ils ont un grand bac qu'ils peuvent stocker dans leur cour ou leur garage, et ils sortent le grand bac dans lequel ils peuvent stocker 1, 2, 3 semaines de déchets faciles. Mais en fait, c'est surtout que, par exemple, les gens du centre-ville vont avoir plus de galères d'emmener leurs déchetteries, etc. Alors certes, il y a des déchetteries mobiles, par exemple, qui ont lieu une fois toutes les 2 ou 3 semaines dans le centre-ville de Poitiers, dans les différents lieux, que ce soit à Saint-Éloi ou Couronnerie, etc. Mais le fait est que y a des gens, d'un coup, il y a des imprévus, tu dois acheter une grosse quantité de choses et en fait, tu es obligé de le mettre aux portes de Alors, ton immeuble. Justement, sur ça, il existe un service que les gens connaissent peu. Apparemment, on peut appeler une fois par an la déchetterie, on peut prendre rendez-vous et ils viennent jusqu'à chez nous pour dégager les encombrants. Bon, c'est une fois par an, mais je pense que personne n'est au courant parce qu'effectivement... C'est encore une des nombreuses choses qui n'est pas informée ou pas correctement informée. Voilà, là, par exemple, il y a un dossier sur les déchets et c'est pas dedans, quoi. Et l'autre truc, alors, c'est que là, on a du punitif. La brigade verte, c'est une incitation punitive. Mais et surtout, ils disent ça depuis longtemps. Donc là, ça va vraiment être mis en place parce que moi, ça fait 5 ans que je suis sur Poitiers. 5 ans, j'entends le fait qu'ils vont mettre en place une brigade verte. Apparemment, oui. Apparemment, là, c'est écrit, c'est annoncé. C'est la brigade verte financée par l'éco-organisme Citeo. Et donc, il y a ça qui est mis en place. Alors, moi, je sais qu'il y a d'autres villes qui ont fait le choix d'incitation à la récompense, c'est-à-dire les gens qui font le tri ou qui font l'effort de bien ramener leurs poubelles, etc. Je crois qu'ils ont des jetons en échange et à la fin, les jetons, on peut les échanger contre des places de piscine, de ciné ou des trucs comme ça. Et ça, c'est plutôt... la récompense qui va faire installer le comportement vertueux chez les gens. Mais bon, ça, c'est des techniques pour faire changer les individus. Mais nous, je pense que dans cette émission, plutôt que de changer les individus, on pense plutôt à changer la société. Parce qu'en fait, dire aux gens, attention, les pailles, ça finit dans le nez des tortues, triez vos pailles. Plutôt que de dire ça, en fait, on interdit les pailles en plastique et il n'y a plus de pailles dans le nez des tortues. Interdire le suremballage, interdire les emballages plastiques. Enfin, en fait, il y a des choses qui vont beaucoup plus vite que d'essayer de convaincre chaque individualité de mieux se comporter, sachant qu'il y a également... semblerait qu'il y a une appétence de temps en temps pour, en fonction de ses conditions de vie, quand ça va mal ou quoi, il semblerait qu'il y ait de temps en temps une appétence pour enfreindre la loi, avoir des comportements qui sont non comme il faut, quoi. J'ai pas trouvé le mot. Notamment, mal jeter ses déchets, c'est une façon simple, en fait, de se sentir un petit peu hors la loi et d'avoir ce type de comportement qui permet une certaine forme d'exutoire. Parce qu'en fait, c'est très facile à faire, ça a assez peu d'incidence, mais on sait que ce qu'on a fait, c'est pas bien. Et de temps en temps, il semblerait qu'en fonction de nos conditions de vie, ça peut avoir un intérêt pour soulager certaines choses dans notre cerveau, de faire comme ça un petit truc qu'il ne faut pas faire. Bon. Mais donc, si on change les manières dont sont emballées les choses et qu'on ne permet pas de polluer en jetant ses déchets, ça coupe aussi l'herbe sous le pied à ce comportement-là, quoi. Et outre, du coup, la question des déchets, il y avait aussi la question des tags. Alors moi, je me rappelle lors des manifs pour les retraites, lors de l'affaire des retraites, qui date déjà d'il y a 2 ans, mon Dieu, comme le temps passe vite, la ville de Poitiers avait acheté un truc hyper performant. Il s'était vanté en mode on est au devant de la technologie, c'est-à-dire que c'était un effaceur de tag au sable, je crois, mais du coup effacer un tag, ça coûtait je crois 1 000 €, un truc du style, et ils avaient fait ça. C'était un moment où dans Poitiers c'était vraiment recouvert de tags de partout, des tags plus ou moins basés, et du coup la ville avait acheté une machine pour supprimer ces tags. Et encore une fois, est-ce que l'argent public doit vraiment servir à recouvrir des tags alors que y a de l'argent qui pourrait être utilisé autre part? C'est la même rhétorique qui est utilisée à l'université quand il y a des tags au sein des bâtiments.
Et la question se pose, nom de Dieu, que fait-on de notre argent ? Mais tu viens de me rappeler l'existence de ce truc. Genre, vraiment, je me souviens des reels. Petite Madeleine de Proust. Ah ouais, non mais... Je me souviens des reels qui avaient été faits sur ça, c'était même mis en accéléré parce que je crois que c'était v'là long en plus à enlever. Genre, oui, il y avait eu des reportages France 3 qui disaient bah voilà, pour supprimer un tag, bah, j'en ai pour 3 ou 4 heures. Vu que vraiment ils voulaient l'effacer en profondeur. Donc là l'article dit en fonction du support, aérogommage, hydrogommage ou alors détergent à base d'agrumes, puisqu'on est une mairie écolo. Et donc l'année dernière ils ont supprimé 2208 tags et 158 affiches. Bon, en même temps, peut-être qu'une manière plus vertueuse et peut-être moins chère finalement de recouvrir ces tags ou de les faire disparaître, ça serait de les recouvrir par d'autres tags, des fresques. Mais oui. Mais sauf que même par exemple, pensons à la fresque notamment par rapport à la Palestine, parce qu'en fait, qui recouvre des tags fascistes, qui appellent à la mort, je sais pas, de gens de gauche ou la mort des Maghrébins, etc. Bah ça, c'est logique de les supprimer vu qu'en fait, c'est illégal. Il n'y en a pas eu, enfin. De quoi ? Il n'y en a pas eu tant que ça. À Poitiers, il y en a eu. C'est surtout souvent situé dans les campus ou aux abords des quartiers populaires. Dans le centre-ville, il y en a beaucoup moins. Dans le centre-ville, c'est un peu plus fervent gauche, en mode ni Dieu, ni maître, ni Marie, etc., qu'on peut avoir en cultissime. Mais j'ai même eu une fois un Gabin fils de bourgeois. Alors, et donc du coup, le fait d'avoir une politique qui veut supprimer tous les tags, ça fait que tu supprimes également des tags en fait qui ont la nécessité d'être là et qui ont parfois la volonté de visibiliser la lutte. Moi, je me rappelle du tag qui était magnifique, qui était au niveau de sous la voie Malraux, quand on arrive au niveau du croisement de, je sais pas, la route des carrefours, de Géant Casino, etc. Machin, Enfin, maintenant c'est Intermarché. Il y avait un magnifique tag qui disait Amis entends-tu, qui était le chant des révolutionnaires et qui montrait la Palestine 60. C'est plus un graffiti qu'un tag, je sais pas, je connais pas trop les définitions, mais en tout cas c'était une grande fresque. C'était une fresque. Et donc cette fresque-là, elle a été supprimée. Un peu plus tard, il y avait une fresque, encore une fois sur la Palestine, elle a été supprimée lors de la réforme de la retraite. La fresque a été supprimée. Ça c'est pas genre des trucs d'artistes qui sont conventionnés justement par la mairie. Mais même pas, vu que justement ils sont enlevés, ils sont supprimés et la mairie dit bah oui mais c'est interdit. Donc par moment il y a des fresques légales, par moment il y en a moins. Et tu voulais rajouter... Mais dans tout ça, on va dire c'est un truc écolo, sauver l'affichage, le cadre de vie. Mais la pub n'a toujours pas été supprimée. Exactement. Dans les arrêts de bus. En fait, c'est ça, c'est que ça nous fait croire que oui, regardez... D'ailleurs, vous pouvez même voir sur Ventre Presse, notre chaîne YouTube, que même des fois, ils peuvent mettre des pubs un peu tendancieuses, genre des pubs pour des sex shops sur des lignes scolaires. Bon, non, mais c'est pas une blague, ça a été filmé. Mais c'est ça, c'est la qualité, c'est ça, c'est vraiment en fait une logique libérale de cadre de vie. C'est la même logique qu'on entend, moi, que je peux donner comme avis, c'est l'université, où c'est la même chose. Oui, vous détériorez votre mobilier d'apprentissage, alors que non, en fait, un tag m'a jamais empêché d'apprendre, et c'est la même chose, un tag dans la rue t'a jamais empêché d'aller à un point A à un point B, surtout quand c'est des fresques magnifiques sur la Palestine, quand c'est des fresques sur la lutte pour les retraites, la lutte de Sainte-Soline, la lutte de l'eau, etc. Mais le fait de vouloir toujours lisser le langage, lisser l'environnement des villes et lisser les revendications politiques, ça fait qu'au final on se retrouve avec un truc fade, un truc morbide, un truc en mode URSS, un peu genre tout est noir, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, et on a l'impression que dès qu'on essaye de mettre une idée, vu que c'est aussi revendicatif, le fait de faire un tag, c'est une analyse revendicative. Parfois, on n'a pas d'autres moyens d'expression que le tag pour s'exprimer, parce que bien entendu, en fait, on va pas aller d'un coup faire exploser une mairie ou que sais-je. Quoique, certains pays l'ont tenté. On peut tenter des ouvertures. Je plaisante, la DGSI. Venez pas nous faire une perquisition. Mais voilà, genre, le tag est un moyen revendicatif qui fait partie de la lutte. Et il y a des moments où il y a des tags qui sont supprimés. Et quand on a une mairie qui se dit écolo, le fait de supprimer ni Dieu, ni Marie, ni maître, vas-y, c'est pas non plus le tag le plus violent qu'on ait pu voir. Je veux dire, moi, en tant qu'homme, je me suis pas senti insulté quand j'ai vu Nimari, quoi. Et tu évoquais à l'instant l'URSS, alors ça fait une très belle transition pour Écoutez, on le est professionnel, sujet. on ne l'est pas, tout simplement. Il est 19h44 sur Radio Pulsar 95.9. Et... Alors c'est de plus en plus catastrophique, le groupe va s'écrouler. On peut quand même pas être les complices d'un suicide. Benoît le pape. Les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger. Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Vive l'autogestion! Ah, tout de même. Les étoiles en plus. Alors on va essayer de traiter ce sujet très 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 rapidement, on va essayer de faire un speedrun.
Donc, on vient essayer de répandre la bonne parole sur les ondes de Radio Pulsar pour venir vous parler du sein graphique. Alors, le sein graphique, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le sein graphique ? Même moi, j'ai pas saisi quand ils m'ont expliqué de quoi ils voulaient parler. Donc, le sein graphique, c'est un concept, enfin, c'est un graphique qui a été inventé par Chris de Position Revue, le grand ami de Pas du Ring. Donc, c'est la chaîne YouTube Pas du Team, c'est ça ? Pas du Team, voilà, c'est ça. ADUTEAM. Voilà, la Pas du Team, que vous pourrez retrouver sur YouTube et sur Twitch. Et donc, Chris de Position Revue, c'est très simple ce qu'il a fait, c'est qu'il a compilé des datas qu'on peut retrouver notamment sur l'INSEE et il classe en fait les PCS. Donc les PCS, c'est les professions et catégories socio-professionnelles. Il les classe sur un graphique à 2 dimensions. Donc, sur un des axes, il va classer les PCS en fonction de leur rapport à la manière dont ils gagnent leur argent, si c'est plutôt de manière capitaliste ou de manière subordonnée, donc par leur revenu du travail. Donc ce n'est pas lié à la quantité d'argent que les personnes gagnent, mais plutôt à la manière dont ils la gagnent. Et ensuite, sur l'autre axe, sur l'axe des ordonnées, donc vers le haut et le bas du graphe, là, il positionne les PCS, donc les professions et catégories socio-professionnelles, en fonction de leur niveau hiérarchique dans la société. Et donc tout en bas, les personnes les plus dominées, et tout en haut, les personnes les plus dominantes. Et ça permet comme ça de balancer et de panacher ces catégories socio-professionnelles. Et ensuite, en prenant les statistiques de tendance de vote par rapport à la catégorie socio-professionnelle des gens, il refait un nouveau graphe où il place l'électeur ou l'électrice moyen de chaque candidat à une élection et à différentes élections. Et ça permet comme ça de voir des tendances et de voir dans quel secteur se situe l'électeur ou l'électrice moyenne de chaque candidat ou candidate. Et notamment ce qu'on peut voir, on va commenter peut-être juste ça, ce qu'on peut voir sur l'un des graphiques qu'ils font, c'est que typiquement l'abstention, la France Insoumise et le Rassemblement National se partagent à peu près le même espace, avec Philippe Poutou qui est pas très loin. Et la quasi-totalité des autres candidats et partis en fait, se partagent un autre espace qui est plutôt situé dans des personnes qui ont un rapport plutôt capitaliste à leur rémunération, là où les 4 autres espaces, donc abstention, France Insoumise, Rassemblement National et NPA, se partagent un espace où les gens ont plutôt des revenus tirés de leur travail dans des positions dominées. Et donc, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que si vous voulez faire des alliances entre différents partis, en fait, il faut plutôt occuper des espaces qui sont proches. Sinon, en fait, comme vous parlez à des gens qui sont assez différents, c'est difficile de les faire adhérer à un même projet. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans un même espace, des gens vont avoir envie de répondre à leurs problèmes qui sont matériels, leurs problèmes matériels, c'est-à-dire que votre situation, votre position sociale, elle vous fait faire face à certaines situations matérielles et vous tentez d'y répondre. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui vont y répondre par le pacte racial, donc ça c'est les gens qui vont voter Rassemblement National, d'autres gens qui vont y répondre par plutôt une appétence pour des solutions sociales, socialistes, ça c'est les gens qui vont voter France Insoumise, et il y a des gens qui choisissent une troisième voie qui est l'abstention, de faire ni l'un ni l'autre et de se dire tous pourris, je fais pas de choix. Et ça c'est pour cet espace-là. Et après, dans les espaces plus bourgeois, il y a plein d'autres choix qui sont faits. On a des gens qui vont plutôt, même s'ils ont des bons revenus, ils ont des positions sociales avantageuses, vont faire le choix d'aller voter pour le PCF ou les Verts. Et à contrario, des gens qui font quand même le choix du pacte racial dans cet espace-là, ou d'autres qui sont Startup Nation et qui vont choisir de défendre leurs intérêts en votant pour Macron, quoi. Donc c'est un outil qui est assez intéressant. Moi, je vous invite fortement à aller... Donc pour retrouver ce graphique, il faut rechercher comment ? On tape sein graphique sur un moteur de recherche ? Ouais, vous tapez le graphique sur Pas du Team sur YouTube. Dans YouTube, vous tapez sein graphique Pas du Team, ou même vous allez... c'est pas une blague, c'est vraiment le... Ouais, c'est vraiment le nom. Ils le disent comme ça, quoi. Ouais, ils le disent vraiment comme ça. Non, c'est une manière, eux, ils en parlent en rigolant. Mais même, vous allez sur la chaîne YouTube de Ventre Presse, vous allez sur la vidéo introductive que nous avons fait sur notre chaîne, et là, vous avez le lien vers la playlist. À mon avis, c'est vraiment la meilleure manière d'aller avoir des infos sur ça. Et en fait, tu parles d'alliance, mais en fait, c'est d'alliance ou piquer des électorats. Tu vois, tu vas pas avoir d'alliance entre le RN et la France Insoumise, il ne faut pas déconner. Ouais. Mais peut-être que en fait, la LFI peut retourner peut-être une partie de l'électorat. Voilà, c'est ça. RN, c'est qu'en fait, l'endroit où ils peuvent gagner des électeurs, c'est effectivement soit en faisant abandonner le pacte raciste
à des gens qui votent Rassemblement national, soit en achevant la moïsation des abstentionnistes et en les ramenant dans notre camp, et en les empêchant d'aller dans le camp d'en face, en fait. Et est-ce que ce serait comparable à cet outil ? Par exemple, il y a eu un truc, il y a une dizaine d'années, c'était Thomas Piketty, alors qui est plutôt un social-démocrate, même s'il est un peu en train de se radicaliser petit à petit lui aussi, mais il avait fait une espèce d'algorithme assez incroyable où tu pouvais avoir les inégalités de revenus entre les gens, etc. C'est un peu du même ordre, en fait. Oui, c'est un peu du même ordre. Ouais, sauf que lui, il est pas... ce mec-là, Chris de Position Revue, c'est pas un sociologue, c'est un... C'est quoi, il bosse dans l'industrie, c'est ça, non ? C'est pas clair, il a pas encore dit ce qu'il faisait, et je sais pas, moi j'arrive pas à savoir un self-made man, comme on dit. Ouais, je sais pas s'il est cadre dans l'industrie, s'il occupe une position subordonnée dans l'industrie, ou s'il est prof à la fac, en fait, j'arrive pas à bien savoir. Ça se trouve, il a eu toutes ces casquettes-là différentes dans sa vie, je sais pas trop. Mais je vois l'heure qui file, c'est ça. Du coup, pour retrouver le sein graphique, vous avez donc la vidéo au pire des cas de Paduring, mais au pire des cas, si jamais vous voulez une explication vu que c'est plus court, la vidéo s'appelle le sein graphique de Paduring pour les nuls. Voilà, on est là pour avant tout vulgariser avec et faire de l'autopromo, bien sûr. Et faire de l'autopromo. Après tout, c'est notre émission, on fait qu'est-ce qu'on veut. Et donc tout de suite, on va pouvoir passer à Arthur qui nous a préparé son formidable Cinémarx. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Les étoiles en plus. Bonjour à toutes le et suspense. tous. Bien le bonjour. Et bienvenue dans Cinémarx, la chronique qui met le capitalisme hors champ. Qui n'a pas vu le fabuleux destin d'Amélie Poulain ? Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. T'en fait une analyse de classe, ça m'intéresse. Je vais y venir. Les personnes qui nous regardent, vu qu'on a quelques spectateurs, bien entendu, vous avez vu Amélie Poulain ou pas ? Ouais, tout le monde l'a vu donc. Tout le monde a déjà vu le fabuleux destin d'Amélie Poulain, devenu un emblème français à travers le monde, et le plus souvent appelé plus sobrement dans les autres pays Amélie. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est 8,6 millions d'entrées en 2001. C'est énorme. C'est énorme. Il est réalisé par Jean-Pierre Jeunet, à qui on devait déjà, avant Amélie Poulain, Délicatessen, qui est un excellent film, je recommande, La Cité des Enfants Perdus ou Alien Résurrection, et qui a fait par la suite Un long dimanche de fiançailles. Donc c'est vraiment un gros réalisateur quand même, même si dernièrement, avec son Big Bug qu'il a réalisé pour Netflix, était très mauvais et a été largement critiqué par la presse. Mais voilà, en tout cas, c'est un film qui a été beaucoup plébiscité et c'est mérité car c'est un très bon film. C'est un film qui expérimente, techniquement irréprochable, unique par sa voix off comptée par André Dussolier, unique par son scénario sublimement écrit avec ses personnages reconnaissables et si bien caractérisés, et surtout Amélie incarnée par Audrey Tautou, hyper attachante. Et vous savez quoi, c'est un de mes films préférés. Mais oui, c'est un classique. Mais comme beaucoup de gens, et cette BO par Yann Tiersen, c'est absolument fou. Est-ce que la lutte des classes va encore briser ma jeunesse ? C'est ça que je suis en train de me demander au fur et à mesure de cette chronique. Pourquoi je vous parle d'Amélie Poulain dans une émission marxiste ? Est-ce qu'il y a un message important pour la société que nous aurions raté dans ce film ? Eh bien, pour aborder le sujet, je vais citer un de mes groupes préférés que j'ai beaucoup essayé de caser dans l'émission. Les Fatal Pour les Picard. pauses musicales de vous. Moi, je vis chez Amélie Poulain. C'est une chanson de Fatal Picard parodiant le film en prenant le point de vue d'un personnage qui en a marre de vivre dans cette réalité. Et ils disent dans cette chanson, je les cite: le détail qui va changer ta vie, si tu le loupes, t'es marron. Enfin marron, façon de parler, car si on fait un peu attention, on voit bien que les couleurs foncées, il n'y en a pas des masses dans les environs. Les noirs sont dans le Cosby Show, les juifs chez Woody Allen, les esquimaux sont dans des boîtes et les indiens dans les westerns. Y a-t-il un problème de diversité chez Amélie Poulain ? Oui, on va pas tergiverser plus longtemps. Tous les personnages principaux dans le film, à l'exception de Jamel Debbouze, sont blancs. Tous, pour un film allant dans le détail et voulant filmer la réalité parisienne, bien que parfois fantasque, derrière la vie d'Amélie, en oublie-t-il le côté cosmopolite ? Est-ce qu'en fait, Amélie Poulain ne serait-il pas tout simplement le reflet de l'idée que se ferait d'un facho, d'un Paris idéal ? Ces questions sont tout à fait sérieuses. À l'époque, le film à sa sortie avait vu quelques voix, au milieu de toutes les louanges, s'élever pour dire que le film vendait une nostalgie réac, voire qu'il voulait le péniser les esprits. Le film date de 2001, pour rappel. Serge Kaganski,
alors rédacteur en chef adjoint des Incorruptibles, publiait une tribune, Amélie pas jolie, dans Libération. Son angle d'attaque, le film montre un Paris soigneusement nettoyé de toute sa polysémie ethnique, sociale, sexuelle et culturelle, sans immigrés, ni PD, lesbiennes et queer. Alors, est-ce que Amélie Poulain est problématique ? Bon, déjà, je pense pas que Jean-Pierre Jeunet soit raciste, et c'est peut-être naïf, mais je ne pense pas forcément que ce choix esthétique ait été fait avec cette intention politique. Mais du coup, je vous retourne la question, chers collègues chroniqueurs, qu'en pensez-vous ? Aviez-vous remarqué ce manque de diversité chez Amélie Poulain ? Et pensez-vous qu'à notre époque, 24 ans plus tard, là où ces thématiques telles que l'inclusion et la diversité qui sont plus présentes dans nos échanges qu'à l'époque, jusqu'à être parodié par l'extrême droite d'ailleurs, est-ce que le film serait-il aussi bien reçu ? Est-ce que les reproches que j'ai cités auraient eu une place plus importante ? Est-ce que le hashtag Amélie raciste aurait été entêté sur Twitter ? Je vais trop loin. Balance ton Amélie. Je vais trop loin. Bref, quel est votre avis ? Tu veux commencer ou je commence ? Vas-y. Par rapport à la représentativité, moi je me sens genre j'ai pas eu de truc vu qu'en fait comme je suis blanc, le fait de voir plein de blancs, ça m'a pas enfin genre j'ai pas eu un truc en mode ah putain, il y a plein de blancs et tout, mais déjà j'étais jeune quand je l'avais vu. Mais je me rappelle que la première fois que je l'avais vu, justement, ça m'avait saoulé ce côté putain, tout le monde il est heureux en fait, genre t'avais vraiment l'impression d'être dans un conte de fées là en mode là, à cet instant-là, 7 personnes ont des orgasmes. Mais super, je m'en tamponne, quoi. Genre vraiment, je me rappelle, j'avais été en mode, bah ok, d'accord, est-ce qu'on peut avancer dans la suite du film ? Donc, je pense que s'il sortait aujourd'hui, peut-être les gens seraient un peu saoulés du fait que ça soit autant friendly, girl-friendly, en mode, regardez, on est tous copines, etc. Mais par rapport à la représentativité, c'est un film français des années 2000, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais. Rien de choquant là-dedans. En fait, ça m'étonne même pas. Ouais, je pense que c'est vraiment lié à cette industrie qui, à cette époque-là, s'était posé absolument aucune question sur les rapports de représentation de la société. C'était un métier, c'était une industrie qui était... une industrie capitaliste classique avec du coup hégémonie des hommes blancs et en même temps moi je rejoins Gabin là-dessus, c'est que moi j'ai grandi à la campagne où il y avait essentiellement des blancs. Tu vois un film sur Paris, t'as aucune idée de ce à quoi ça ressemble. En fait, si t'as jamais mis les pieds à Paris, tu peux pas vraiment te poser des questions et te dire attends, c'est bizarre. Là vous allez à Paris dans les quartiers où Amélie vit, même si c'était il y a 25 ans, effectivement je pense que tu te dis attends, c'est bizarre, c'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie, quoi. Mais quand tu es pas parisien et que tu habites à la campagne, tu te dis s'ils montrent Paris comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Et c'est vrai que là du coup il y a quand même une responsabilité, c'est que malgré tout, même si c'est des œuvres de fiction, en fait, elles ont un effet fortement performatif sur la manière dont on se représente le monde, en fait, quoi. C'est-à-dire que toi, t'es là, t'habites à ta campagne, tu vois Paris comme ça, tu te dis ah ouais, Paris c'est propre, Paris il y a que des blancs, les gens ils sont contents. Ok, c'est comme ça. Ça laisse comme une fausse idée que c'est facile d'habiter à Paris alors que ça coûte la peau du cul. C'est ça en fait. Oui. Et alors les Arocs, tu dis les Arocs, il ferait bien de balayer devant leur porte parce que disons, surtout à l'époque déjà, tu prends un numéro spécial des Arocs, leur top 100 des super albums de tous les temps. Alors il y a que du rock blanc. Il y a le rhythm and blues, la soul, la funk, tout ça, tous ces styles de musique qui sont quand même pas négligeables, quoi. Ils se passent à la trappe. Et on est sur Radio Pulsar, on a quand même une playlist qui est intéressante, notamment l'émission Cool Groove qui est juste après. Voilà. Non, qui est le dimanche, mais qui est, on va dire, un peu représentative de la playlist de Pulsar. C'est le Metal Fury. Non, après, c'est Metal Fury. Je crois qu'il y a peut-être un de nos invités qui voulait dire un mot, peut-être. Non, du tout. Mais c'est clair qu'il y a une forte responsabilité et puis c'est vrai qu'il faut toujours balayer devant sa porte avant de se moquer. Nous, on pourrait nous faire plein de reproches sur la représentativité de notre plateau. On essaye de s'élargir petit à petit. Alors aujourd'hui, il n'y a que des hommes autour de la table, mais vous avez vu dans l'équipe, on a essayé d'élargir notre panel, bien sûr. Mais après, si vous vous sentez légitime à venir participer avec nous à l'émission et que vous pensez avoir un regard marxiste, je lance un appel, venez grossir nos rangs. Mais oui, bien sûr, tout le monde est légitime de donner sa voix derrière un micro. Voilà, et donc, mais après, il y a la réalité aussi, c'est qu'à cette époque-là, c'était vraiment une démarche, je pense, militante d'aller chercher plein d'acteurs et d'actrices pour être plus représentatifs de la réalité. Et surtout que Jamel Debbouze est encore utilisé comme caution racisée. C'est la même chose avec le film Indigène qui traite de la guerre d'Algérie, qui est une horreur historique. C'est vraiment de la merde en barre. Et en fait, Jamel Debbouze est encore utilisé comme caution. Et au final, l'argument de Karganski en mode
ouais, c'est un clip de campagne pour Le Pen. Bah, finalement, il est plutôt réel, vu qu'aujourd'hui, tous les fachos se servent de ce film. Pour dire, bah, regardez comment est-ce que la France, ça pourrait être belle s'il n'y avait aucun noir dans ce pays. Donc, ouais, finalement, quand Salamé les poulains, t'as bien raison. Non, c'est pas du tout le message. Bon, bah, en tout cas, c'était Poitou Pop, votre émission sur Radio Pulsar, une semaine sur deux, de 19h à 20h. On se retrouve donc dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe et à bientôt sur